Summit qui aura lieu le 9 novembre à Montréal Lodge. À côté de moi, Nicolas Richard, qui est Managing Partner de Juris Consult Chambers. Et je vous présente moi-même Martin, et Chairman de Juris Consult Chambers. Après le succès du Juris Consult Investment Summit de 2022, qui avait eu lieu toujours à Montréal, nous avons pensé que c'était bien cette année-ci aussi de refaire la même conférence. Et en fait, à la fin du compte, c'est une petite pierre que Juris Consult emmène pour la construction d'une meilleure Ivoris. Et cette année-ci encore, donc dans le cadre des investissements à l'île Maurice ou vers l'extérieur à travers l'île Maurice, nous avons opté comme un thème important le ESG, c'est-à-dire demander qui veulent dire évidemment Environmental, Social and Governance. Alors, le ESG prend de plus en plus d'importance et nous avons pensé donc que c'était important de se concentrer dessus. Il y a d'autres thèmes d'actualité très importants, l'intelligence artificielle, la fintech, beaucoup d'autres choses qu'on va toucher, mais le cadre général sera ESG, évidemment dans les jardins d'Andrea. Et au fait, on est la seule conférence qui concerne les investissements et le ESG à Maurice qui se tient dans la nature. Et pour ceux qui connaissent pas Andrea, on vous invite à être là-bas le 9 novembre, parmi les cocotiers et les palmiers sous la tente. Et la conférence serait inaugurée et débutée par le gouverneur de la Banque de Maurice, avec celui-là. Et la clôture se ferait avec le ministre des Services financiers. Après la clôture, il y a un cocktail, un sundown sur la falaise, et vous êtes aussi invité au sundown. Alors, les topics qui vont être couverts sont très larges, et on va aussi s'appesantir sur ESG, sur les mots social et sur les mots governance. On pense souvent à des gens associent ESG à climate change, à l'environnement, à la pollution. C'est beaucoup plus que ça. Ça couvre aussi le social. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique interne liée au social? Le mot governance inclut dedans la méritocratie, la transparence, et ça s'applique aussi pas seulement au secteur privé, mais aussi au secteur public et aussi au corps étatique. L'influence de ESG sur les investissements est aujourd'hui de plus en plus importante. Il y a des gros fonds d'investissement, par exemple, qui investissent à Maurice, des gros fonds institutionnels qui aujourd'hui refusent d'investir si l'entreprise ne tique pas le box pour tous les critères de ESG. Nicolas, je peux parler encore un moment, je vous passe la parole pour que tu parles un petit peu et puis je reviens après. Merci. Mais avant de vous guider à travers l'agenda du sommet lui-même, je vous propose de visionner un petit film qu'on a préparé qui récapitule un peu ce qui s'était passé l'année dernière et qui nous donnera certainement envie d'assister à notre sommet.
bien dit au début, un des thèmes principaux de cette conférence, c'est ESG, ou RSE en français, responsabilité sociale et environnementale. Ce Investment Summit va aider aussi à attirer des investisseurs internationaux. Comme vous le savez, on a une grosse partie de clientèle internationale. Et aussi, de par notre appartenance au réseau de D&A Piper, ça aura une dimension régionale et même internationale au niveau de la diffusion de cet événement-là par la suite. Donc nous, beaucoup de nos clients sont des investisseurs institutionnels qui utilisent Maurice depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que ces derniers temps, par rapport aux dossiers sur lesquels on a travaillé, tout ce qui est ESG revêt beaucoup d'importance pour eux. Que ce soit les bras, disons, commerciaux mais de différents États, la dimension ESG, pour moi, sur certains dossiers sur lesquels je travaillais, revêt même plus d'importance que le retour financier, le risque financier qu'ils sont en train d'encourir. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur pas mal de dossiers qui étaient là pour favoriser les business qui étaient dirigés par des femmes, notamment en Afrique, qui ont pas mal de problèmes à avoir accès au financement et autres. Donc ça, c'est une dimension très importante pour eux. Donc les investisseurs institutionnels vont venir avec leurs normes qu'ils essaient de mettre en place au niveau des compagnies qui sont structurées à Maurice pour investir en Afrique. Et c'est vrai que quelquefois, il y a quand même un gap entre les deux, entre les normes qui sont pratiquées en Afrique et même quelquefois à Maurice au niveau corporate governance et autres au niveau responsabilité environnementale et ce que les pays européens qui sont quand même arrivés à un niveau plus avancé et américains aussi et ce qui se pratique dans la région africaine. Donc nous, la base de nos discussions justement sera de permettre de conscientiser nos clients et les compagnies qui utilisent la juridiction mauricienne pour essayer d'améliorer ça. Et on constate aussi, comme Marc l'a dit précédemment, c'est que ce n'est pas que le volet environnemental qui est important. Au contraire, nous, de par notre appartenance à D&A Piper Africa, on collabore très souvent avec nos collègues de l'Afrique et eux, ils nous disent que pour eux, le volet, disons, environnemental vient un peu à la fin. Parce que eux, ce qui est le plus important pour eux, c'est le volet social. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, ils ne peuvent même pas se soucier de l'environnement parce qu'ils vivent dans des conditions assez précaires, etc. Donc le social prend le pas sur le côté environnemental. Mais tout ça, ce seront des sujets qui seront discutés dans nos différents panels. Je vais vous guider très brièvement à travers notre agenda le jour du sommet. Donc, après le opening ceremony, on aura une première discussion sur ESG integration in wealth management, a path to responsible and profitable investing. Donc, le côté wealth management, comme on l'a souligné dans le passé, doit tenir compte de toute la dimension ESG. Donc, le côté, on ne regarde plus simplement que les profits, mais l'impact que les investissements auront sur la société dans un sens plus large. Et certaines personnes disaient oui, mais c'est que du blabla, etc. Mais je pense que de nos jours, avec ce qu'on voit au niveau des changements climatiques, sociaux et autres, ce n'est plus une option, c'est un choix. Et je pense que la plupart de nos investisseurs, les clients institutionnels, l'ont réalisé et mettent vraiment beaucoup d'accent dessus. Donc même du côté du wealth management, c'est une dimension critique pour eux à ce niveau-là. Et ce premier panel sera très intéressant au niveau des discussions. Ensuite, on passera au impact investing, comme on l'a dit toujours, mettant l'accent sur le responsible investment. Le impact investing, cette dimension de ESG est primordiale, comme je l'ai dit précédemment, plus même que le retour sur investissement. Donc, quelquefois, avant, quand on négociait des contrats, on s'assurait que notre client allait être remboursé avec un taux d'intérêt qui allait être profitable pour lui, etc. Mais ces derniers temps, on a travaillé sur certains dossiers où l'essentiel, c'était
de venir en aide à certains pays, à certaines économies, notamment en Afrique, et que le retour sur investissement, c'était un critère carrément secondaire, alors qu'avant c'était vraiment important. Donc ça, ce sera un deuxième thème qui sera discuté. Ensuite, nous passerons au panel discussion numéro 3, qui là va parler surtout de AI et FinTech. Donc comment la FinTech aussi tient compte de ces critères de ESG. Et aussi, on voit que la FinTech, nous on travaille beaucoup à Maurice, c'est un centre financier international. Nous-mêmes, nous sommes assez actifs dans le domaine des financial services et on voit qu'il y a de plus en plus d'impact de la FinTech sur ces activités et comment tout ça va rentrer dans le cadre global du ESG. Après, je pense que tout le monde aura bien mérité un bon déjeuner, donc il y aura une pause pendant le lunchtime et on va attaquer par la suite avec une session sur le processing of data against the backdrop of ESG principles. Parce que comme on l'a dit, il y a cette dimension sociale, environnementale et de gouvernance par rapport à tout ce qui est le processing des données personnelles. C'est un domaine qui est très important, peut-être qu'on ne le réalise pas, mais avec toutes les données que les opérateurs ont sur nous, il faut que ce soit fait de manière qui cadre avec la gouvernance. J'étais moi-même la semaine dernière en Asie, on assistait à une conférence sur la FinTech et sur les données personnelles. Et les opérateurs, ceux qui ont justement accès à ces données personnelles-là, mettaient vraiment l'accent sur le fait que pour eux, le plus important dans ce domaine, ce sera le trust, c'est-à-dire la confiance que les clients et les opérateurs pourront avoir de l'utilisation qui est faite de leurs données. Donc ça aussi, le principe de governance en matière de data, c'est un thème très important qui sera abordé par nos speakers. Nous passons ensuite à un thème qui est Dispute Avoidance and Dispute Resolution. Donc, par rapport à ce thème-là, comme on le sait, les investissements sont très importants. Au début, tout est beau, tout est rose, mais très souvent, vers la fin de la relation ou à un moment, ça se gâte. Donc, il faut aussi pouvoir détailler et discuter des conditions qui permettront aux parties soit de mettre fin à leur relation dans des bonnes conditions ou d'éviter certaines disputes. Donc on va aussi mettre l'accent sur le dispute avoidance qui va discuter de certains mécanismes qui sont plus de bon sens qu'autre chose et basés sur l'expérience qui permettront aux parties d'éviter des deadlocks par exemple dans certaines situations et de permettre aux entreprises et aux compagnies de toujours fonctionner même si les partenaires ne regardent plus dans la même direction. Et finalement, pour clore la journée, le summit, on aura un panel sur le Mauritius IFC, le International Financial Center, et Positive Outlook, c'est-à-dire regarder pour le futur comment ça va évoluer. Comme vous le savez, il ne faut pas qu'on s'endorme sur le laurier. On a très bien fait en Afrique dans le passé. Maurice est toujours reconnu comme une plateforme financière internationale, mais on a aussi beaucoup de compétition, que ce soit de la région Asie ou même de l'Afrique, où certains centres financiers comme au Rwanda, etc., essayent de capturer certains des business qui transitent habituellement par Maurice. Donc ça, ce sera un panel qui sera notamment fait par Marc lui-même et on aura quand même des invités distingués par rapport à ce panel. Et sans oublier, à la fin du panel, nous aurons bien sûr le Sundowner Cocktail qui permettra aux participants et aux speakers de se rencontrer dans une ambiance un peu plus détendue. Et on voit que ça fait quand même pas mal de différence nous-mêmes par rapport à certains interlocuteurs qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas si c'est la vue en pleine nature ou la très belle vue qu'on a sur la mer qui fait ça, mais l'année dernière, beaucoup de personnes ont vraiment apprécié ce Sundowner-là. J'espère qu'ils ne vont pas revenir que pour le Sundowner, mais beaucoup m'ont dit j'espère que vous allez refaire le fameux Sundowner de l'année dernière. Et ça va venir un peu clore le sommet. Donc, je vous passe la parole à main. Peut-être bon.
Alors, le dernier panel, au fait, on élargit ça beaucoup plus que ce qu'on appelle toujours le Mauritius International Financial Center. Et je pense que c'est un peu misnomer, mais ce nom, le IFC, là, colle à la peau. Maurice est beaucoup plus qu'un IFC. En fait, c'est vraiment un International Financial Corporate and Administrative Center. On a utilisé le mot Financial Corporate and Administrative. En français, financier, le corporate et administratif. Parce que le travail, les jobs qui sont créés, sont surtout dans ce côté corporate and administration. L'administration des fonds d'investissement, c'est dans corporate and administration. Notre travail d'avocat, c'est souvent lié à corporate and administration. Et puis la rémunération aussi, des management companies et des autres, c'est souvent dans ce secteur. Donc quand on élargit ce mot-là, ce mot-là IFC, on voit beaucoup plus large. Et on va essayer de rendre ce panel super intéressant pour voir quelle est notre vision, où on veut être dans quelques années, pas seulement 2025, 2030, où on voudrait être, comment absorber cette jeunesse qui va à l'université de Maurice, qui quitte l'école, comment les retenir à Maurice plutôt que de les laisser partir, de les laisser partir à l'étranger. Et au fait, beaucoup de tout ce sommet s'adresse à toute cette main-d'œuvre qui va être sur le marché dans les prochaines années et comment trouver des jobs intéressants pour eux. Pour parfaire notre networking, nous avons invité gracieusement les représentants de la FSC, de la Banque de Maurice, du IDB et même du State Law Office et du bureau du DBP pour leur donner l'opportunité de mixer un peu avec les autres et de sortir de leur cadre de travail pour comprendre un peu plus sur le domaine des investissements et du domaine légal. Et Anne, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Et AI, comme vous le savez, donc, très important. Ce sera l'agenda. On va essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Et puis, dispute resolution. Puisqu'on est un cabinet légal, c'est pour nous de ne pas en parler. Les disputes terminent souvent court, mais on est au courant maintenant que les disputes peuvent se terminer par l'arbitrage, la médiation, la conciliation. Et on fait le sommet en collaboration avec la MCCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui a un centre d'arbitrage et de médiation qui s'appelle le MARC, j'ai rien à voir dedans, MARC, Mauritius Arbitration. C'est quoi? Oui, et aussi, on fait la conférence avec Mauritius Finance. Et alors, on essaye de repartir en amont, de discuter les affaires en cours. Souvent, ça remonte quand le contrat est signé, quand le contrat est négocié. Alors, il y a un mot qui est assez nouveau dans le monde du dispute resolution qui s'appelle dispute avoidance. C'est-à-dire quand on négocie le contrat, qu'on conclut le contrat, qu'on signe le contrat, depuis ce moment-là, de prévoir comment régler les litiges pour ne pas avoir à terminer avec des disputes légales subséquemment. Donc ce mot de dispute avoidance, c'est-à-dire mettre des clauses depuis le début dans les gros contrats, et si jamais les parties sont dans litige ou en pré-litige, des systèmes de résolution des disputes. Alors, Nicolas, peut-être qu'on peut passer aux sponsors. Oui, exactement.
Et comme Marc l'a dit, ce Investment Summit, c'est un peu notre contribution à la promotion de l'investissement à l'île Maurice. L'année dernière, c'était notre premier sommet, mais c'était un peu selon le vide, mais ça a été un très très beau succès. Et on est content de voir que beaucoup de nos sponsors qui nous ont accompagnés l'année dernière sont toujours présents. Et cette année, nous en avons même de nouveaux. Nous avons encore quelques opportunités de sponsorship, mais je voudrais prendre cette occasion pour citer notamment la MTB Private Banking, qui sera notre Platinum sponsor, Rogers, qui sera notre Diamond sponsor. On a aussi des Gold sponsors, c'est-à-dire Swan Capital Solutions et Kick Advisory. Et nous avons aussi un Silver sponsor, Bitos. Comme vous le voyez, ce sont des acteurs économiques qui viennent de différents secteurs. On a le secteur bancaire, le secteur du commerce, le secteur des services financiers, les management company, advisory, etc. Donc, le sommet va servir comme une plateforme de discussion entre tous ces différents acteurs pour discuter de divers thèmes qui, je suis sûr, feront jaillir quand même de nouvelles idées et emmèneront notre centre financier à un autre niveau. Donc on remercie ces sponsors pour leur confiance et on espère que le sommet, à n'en pas douter, sera au même niveau que celui de l'année dernière, sinon plus. Je pense que je vous laisse l'opportunité de poser des questions. Si vous avez des questions pour en savoir un peu plus sur ce qui va se passer le 9 novembre en Montréal. Puisque le IFC semble très lié aussi à le ESG. Comment vous situez Maurice dans le cadre de ce ESG? Maurice, c'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts au niveau du ESG. On est assez en avant-garde sur le côté I, sur le côté environnement. On est heureusement au niveau social, on n'est pas comme ces pays où il y a des enfants de 5 ans, de 7 ans qui sont en train de travailler dans des industries, ou encore ces pays où la femme est traitée comme une citoyenne, pas de seconde classe, mais de troisième classe. Et là, le petit ans et aussi dans toutes sortes d'entreprises. Au niveau G, je te laisse la parole. Oui, au niveau governance, comme vous le savez, si on regarde Maurice dans la perspective, disons, africaine, parce qu'on fait partie de l'Afrique aussi, on est toujours quand même bien noté, même si c'est relatif, il y a des progrès à faire, mais je vois que le National Code of Corporate Governance a été adopté il y a un certain nombre d'années, et c'est un code qui n'est pas statique et par rapport auquel il y a toujours des améliorations qui sont faites. Donc je pense qu'au niveau governance, on a fait beaucoup de progrès. C'est un long chemin. Il faut tout le temps être à la page des derniers changements et des dernières tendances. Et je pense que Maurice peut être un pionnier dans ce domaine-là. Comme vous le savez maintenant, pour le IFC, le secteur de son financier, Maurice se positionne comme une plateforme d'investissement vers l'Afrique. Donc on peut être un peu un modèle pour eux dans ce domaine-là de ESG et pour que notre rayonnement et celui de notre centre financier continue à perdurer. En fait, on aime souvent être critique de ce qui se passe à Maurice. Et effectivement, au niveau du ESG, on est parmi les meilleurs en Afrique. De loin, parmi les meilleurs en Afrique. Et au fait, vous savez, on a toujours pensé qu'il ne suffit pas de vouloir tick the box pour dire ben ça on a fait, ça on a fait. Donc, obéir à toutes ces conventions qu'on a signées là. Il faut qu'on soit vraiment le pays phare de l'océan Indien et le pays phare de l'Afrique. Il faut aim at excellence. Et voilà un peu ma façon de voir les choses. On sait qu'il y aura un nouveau code de la bonne gouvernance
qui va être présenté peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce code de bonne gouvernance? Au fait, je viens de voir ça là. Il y a un règlement qui est sorti là, il y a quelques jours de l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Pour toutes les compagnies listées à la bourse, 25% des directeurs doivent être. Oui, ça c'est une mesure budgétaire. Et on a un an pour mettre ça en pratique. Donc, ça fait pas mal de monde ça, hein, pour avoir de 12 personnes, ça fait 4. Et il y a souvent des codes, je regarde un peu, c'est un mieux les codes de ces compagnies listées là. Là, souvent, quelquefois plus des hommes. Mais après, je pense que il faut vraiment les mesures qui sont mises en place, qui seront adoptées dans le nouveau code de corporate governance, il faut vraiment qu'on puisse c'est un peu un anglicisme, mais c'est vrai, on a des problématiques qui se retrouvent dans les pays avec des économies similaires. C'est-à-dire que, par exemple, à Hong Kong, par exemple, c'est un petit pays qui a bien fait au niveau financier, mais qui se retrouve avec un pool de population assez réduit. Et on se retrouve tout le temps peut-être avec un peu les mêmes personnes qui sont un peu dans pas mal de compagnies. Mais ça, c'est un problème qui est inhérent à notre situation et à notre petit pool de personnes qualifiées, si on veut. Donc peut-être essayer de vraiment implémenter ça et d'aller plus en avant vers la transparence dans le choix, par exemple, des board members, etc. Mais ce n'est pas un processus qui vient du jour au lendemain. On l'a vu dans d'autres économies. Il faut aussi que les gens qui soient sélectionnés et puis passer à travers un programme de formation pour qu'ils puissent vraiment venir donner une valeur ajoutée au board. Ce n'est pas juste diversification, gender equality, on met des gens sur les boards, mais justement le MIED, entre autres, est en train de faire un gros travail à ce niveau-là. Mais il faut qu'il y ait cette formation-là au départ pour qu'après, on puisse venir de l'avant et implémenter ces mesures-là au niveau des boards, au niveau de la gestion des compagnies listées ou pas, dans le choix des prestataires, etc. Mais on a ce problème-là qu'on est une petite économie aussi, parce qu'on ne peut pas avoir trop de compétition dans un certain secteur. Il faut que les compagnies qui fonctionnent aient quand même un certain marché qui puisse garantir leur survie. Parce que trop de compétition dans un certain sens, dans des petites économies, ça peut être néfaste aussi. Alors, question à Marc, vous avez démarré cette conférence de presse. Une question d'ordre général. Dans une phrase, c'est-à-dire que l'intention de ce sommet, c'est dans la construction d'une meilleure île Maurice. Alors, les deux questions sont qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qui doit être amélioré et comment ce sommet justement va être pertinent dans cette démarche. Moi, je crois beaucoup que le développement économique contribue à une île Maurice meilleure. Premièrement, pour trouver du travail à ceux qui n'en ont pas, pour trouver du travail à tous ces jeunes qui quittent l'école et l'université. Et surtout, moi, ça me tracasse beaucoup, l'immigration, le désir d'émigrer des jeunes qui pensent que l'avenir est sombre en Maurice. Il faut changer ça. Dans tous les secteurs ou que de l'offshore? Ah non, dans tous les secteurs, c'est pas une conférence sur l'offshore, hein. Ouais. Dans tous les secteurs. Non, je veux dire que ce sentiment, cette intention de partir, c'est à cause du secteur ou je crois que c'est à cause du boss. Celui qui travaille dans l'hôtellerie veut aller travailler sur une plateau de croisière où il aurait préféré être à Monaco ou à quelque part d'autre. Et non, moi ça m'inquiète beaucoup ce désir des jeunes d'émigrer parce qu'ils pensent que l'avenir est sombre ici. Il faut leur faire comprendre que whatever happens in politics, que l'économie peut marcher, que les services peuvent marcher, que les professionnels peuvent avoir une chance de progresser. Et tout ça à
crée beaucoup à la méritocratie aussi. Et voilà. Est-ce que l'avenir est sombre? Je n'ai pas dit que l'avenir était Non, sombre. je Moi, je demande. suis autiste, J'ai entendu cette optimiste phrase, je de demande. nature. Je dis que beaucoup de jeunes trouvent que l'avenir est sombre. Mais selon vous, est-ce que l'avenir est sombre? Moi, je ne trouve pas que l'avenir est sombre. Moi, je suis un optimiste qui croit qu'on peut encore faire mieux à Maurice. Moi, je ne dis pas que l'avenir est sombre. Vous parlez de AI. Oui. AI est de plus en plus maintenant lié à la gouvernance pour bien contrôler les risques. Est-ce que vous êtes en faveur, vous, d'une législation, d'une réflexion en vue d'une législation pour mieux contrôler son utilisation à Maurice? Ça va venir, mais c'est un domaine très très complexe et dynamique, ça change tous les jours. Peut-être que la loi qu'on vote aujourd'hui sera désuète dans 6 mois, mais je pense qu'on est tous conscients que l'AI va changer notre vie, même dans le domaine légal. Aujourd'hui, un juge qui fait un jugement, il va sur certains sites, il peut voir tous les précédents au niveau mondial concernant l'affaire qu'il doit juger. Ça affecte pas seulement le domaine légal, évidemment, ça affecte tous les domaines. C'est un domaine tellement complexe, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde s'intéresse au AI. Je crois qu'il faut passer à un stade supérieur et se dire comment on peut mettre le AI en pratique chez nous. Nous, on le fait au niveau de notre cabinet. Mais c'est déjà en pratique, quelque part. C'est déjà en pratique, mais je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup plus, que je sois dans l'hôtellerie, ou que je sois dans les services financiers, ou que je sois dans la construction, ou que je sois dans le textile. Comment le AI doit être appliqué chez nous ici. D'où la gouvernance, Exactement. Là, je crois qu'il y a un peu plus loin. On n'échappera pas à une législation pour venir encadrer l'utilisation du AI, comme on a vu dans certains autres secteurs, ne serait-ce que pour que les utilisateurs sachent que, par exemple, un service est offert à partir d'un AI. Après, on aura besoin de déterminer qui est au niveau même du IP right, etc. Bon, même vous, votre profession peut être affectée, parce que les writers, on peut utiliser des intelligences artificielles pour résumer des articles, etc. Mais qui sera le propriétaire de cet article-là? Est-ce que c'est le programmeur, c'est celui qui a donné les instructions? Il y a pas mal de problématiques juridiques qui seront justement abordées lors de notre discussion. Mais c'est certain qu'on devra venir de l'avant avec des législations assez rapidement. Et ce qui est le plus important, c'est que quand quelque chose est le produit du AI, de le dire. S'il y a quelque chose qui est en train de circuler sur Facebook, que c'est un produit de l'intelligence artificielle, si on le dit, déjà on a pris une précaution. Vous avez parlé d'arbitrage, c'est un sujet intéressant. Moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui coûte le plus, un procès ou un arbitrage? Il n'y a pas une réponse en blanc et noir, mais comme on le sait, d'habitude, un arbitrage peut-être va vous coûter le plus au départ. Mais ce qui est certain, c'est que le processus de décision est plus court. Et peut-être plus rapide. Plus rapide. Donc au final, peut-être que si c'est un procès qui dure une fois, première instance, appel, public counsel, etc., peut-être que si vous regardez dans sa globalité un procès qui va à travers toutes les étapes, peut-être que ça va coûter aussi cher, sinon plus cher qu'un arbitrage. Enfin, en théorie, ce qu'on appelle alternative dispute resolution est peut-être mieux pour la résolution des disputes. Et aussi alléger les cours, pour que les cours aient moins de choses à juger. Avant, tous les accidents d'auto terminés dans les cours de district et les cours intermédiaires, tout. On a trouvé d'autres moyens de régler les accidents de voiture. Mais pour nous, il n'en sort pas que ce qu'on appelle l'alternative dispute resolution est peut-être mieux. Arbitrage. On commence par la conciliation, si ça ne marche pas, vers la médiation, si ça ne marche pas, vers l'arbitrage. Et d'ailleurs, depuis
notre constitution de l'île Maurice en 1791, l'arbitrage était prévu. Depuis 1791, l'arbitrage est prévu dans la constitution de Maurice. On était encore français. C'était juste après la Révolution française, la 1889. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau chez nous, l'arbitrage. Y a-t-il Vous êtes une d'accord? cause, Est-ce que- y a-t-il une cause principale que tu accroches pour les demandes d'arbitrage? Disons les disputes en compagnie. Y a-t-il une cause qui émerge le plus? S'il y a une Une cause, cause par rapport aux disputes. Il y a une cause la plus ça commune dépend si on est dans le domaine du corporate, si Oui. on est dans le domaine dans le corporate. background shareholder, background corporate ou background shareholders. Pour les questions, mais finalement, c'est plutôt financier. Ouais. Par exemple, quand on regarde les fonds d'investissement, quand le fonds arrive au terme de sa vie, parce que certains ont une durée de vie limitée, 7 ans, etc., ben là, il y a des paiements qui doivent être faits au investment manager, des dividendes qui doivent être retournés aux shareholders. Ben, il y a tout le temps un peu des disputes sur ces points-là. Donc, le côté financier, oui, ça, c'est un peu. Mais de plus en plus, c'est dans les contrats maintenant. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord maintenant que les comités de médiation soient présidés par des juges? Ça a fait polémique assez pendant cette C'est semaine. un long débat pour savoir est-ce que des juges en exercice devraient agir comme arbitre ou pourraient agir comme arbitre ou pourraient agir dans des comités de médiation. C'était un sujet tellement chaud à un moment donné qu'il y a une dizaine d'années, Sir Victor Glover a présidé un comité pour analyser la problématique, est-ce que des juges en fonction pouvaient être arbitres. Et il avait trouvé que c'était OK, que c'était possible, que ce n'était pas un problème. Parce que ça limite à propos. Parce que Ça, si vous dites que c'était la une dizaine cour d'années. traîne, si elle est en cours, ça va prendre du temps. Bon, ça, si les juges eux-mêmes, ils sortent, quittent la cour pour aller faire présider les comités de médiation, ça veut dire que ça va prendre encore plus de temps. Si un juge vient s'asseoir comme arbitre, il n'est pas lié par toutes les contraintes de la cour. L'arbitrage est beaucoup plus smooth. Mais la question se pose, est-ce qu'il devrait plutôt être en cours que de venir s'asseoir dans des arbitrages privés? Ça, c'est une question très délicate qui continue à se poser. Voilà. Vous avez parlé d'emploi. Vous dites que vous avez invité des institutions, ceux qui sont en train d'étudier. Est-ce que vous allez les toucher pour vraiment, je ne sais pas s'il y a des spécialistes en PSG à Maurice, pour les faire rentrer dans cette filière-là, qui va venir peut-être importante dans le monde de l'investissement. Vous allez toucher les étudiants qui sont. Toucher les étudiants directement. J'aurais tous les invités à la conférence. Quelques-uns peut-être qui sont en deuxième ou troisième année. Mais nous, de notre côté, comme vous savez, on a toujours un flot d'étudiants qui viennent pour faire des stages, des pupillèges, etc. ici. Et il est vrai que depuis 1 ou 2 années, on constate que certains s'intéressent à ce domaine-là. Quelquefois, on a l'impression que ce n'est pas un domaine qui est encore vraiment concret, que ça peut amener du travail, etc. Mais nous-mêmes, on a eu plusieurs étudiants qui s'intéressaient au domaine et qui sont peut-être se spécialiser dans le domaine, parce que quand on parle de ESG, du côté climatique, etc., on parle de carbon credit, du côté financier, ben c'est des domaines tout à fait nouveaux pour l'île Maurice. On n'a pas vraiment encore de compétences dedans. Ben, il faut que justement les jeunes puissent aller apprendre par rapport à ce qui se fait dehors et revenir. Mais certainement, nous, les étudiants qui sont chez nous en ce moment seront invités pour assister à notre conférence. Vous me donnez une idée. On pourra dans notre liste d'invités inclure 2 ou 3 professeurs d'université de Maurice pour les orienter un peu plus vers ce domaine-là.
Quand vous parlez de gestion des déchets, bien sûr, vous parlez de l'économie circulaire aussi, c'est entendu. Oui, oui, définitivement, ça fait partie de tout ça. Et juste aussi, juste pour vous mentionner que nous, de par notre appartenance avec DLA Piper, on fait aussi des activités pro bono, c'est-à-dire pour lesquelles on ne paye pas pour les services gratuitement. Donc en ce moment, on est en train d'assister le gouvernement dans le de Maurice à travers DLA pour les aider par rapport à toutes leurs obligations, par rapport à la COP28. Et aussi dans un contexte plus large par rapport à tout ce qui concerne le volet environnemental, notamment les nouveaux règlements sur le tri des déchets, etc. Dans le network de DLA, il y a quand même des spécialistes dans ce domaine qui assistent des villes comme Glasgow County depuis une vingtaine d'années pour la mise en place de ces mesures-là. Et nous, on aide aussi à notre niveau, le gouvernement mauricien, dans le domaine du traitement des déchets, dans tout ce qui concerne l'environnement et les enjeux climatiques aussi liés à la COP28. Puisqu'on parle de DLA Piper est un de ces gros cabinets au fait il s'appelle un Global Business Law Firm. Business est très important. Présent dans presque tout, dans la plupart des pays. S'ils ne sont pas présents, ils ont des correspondants. Ce qui nous donne une facilité au niveau de jurisconsulte. Si demain matin, tout à l'heure, on a besoin d'un cabinet légal au Japon ou en Colombie ou je ne sais pas, au Canada, à travers DLA Piper, on peut les trouver. C'est quoi? Et DLA Piper a un réseau en Afrique qui s'appelle le DLA Piper Africa Group. Et nous, on forme partie de DLA Piper Africa. Et DLA Piper, pour finir, c'est un réseau d'environ 6000 lawyers. Et comme on l'a dit, il y a des lawyers qui sont vraiment spécialisés dans divers domaines. Parce que les droits deviennent de plus en plus complexes que une personne n'aura pas le temps de devenir un expert dans plusieurs domaines. Nous, notre objectif, c'est que la plupart de nos lawyers sont spécialisés dans des domaines différents, et notamment, comme vous parliez de l'environnement, etc., on a des collègues de DLA à Londres, dans d'autres pays, qui font que du droit d'environnement tous les jours, énergie renouvelable, etc. Donc à Maurice, on n'aura pas des gens qui auront ce type d'expertise, mais nous, à travers notre appartenance au réseau, on peut bénéficier de leur aide. Et ça peut permettre à Maurice de progresser aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place dans le cadre de la COP et d'autres conventions auxquelles on est signataire. On peut quitter le domaine de l'économie si vous voulez. Hein? De l'économie. Bon, laissons partager. Vous pensez que l'économie va bien? Je pense que ce qui inquiète beaucoup ceux qui connaissent l'économie mieux que moi, c'est la dette nationale. Ça, c'est un facteur important. Sinon, si je me base sur le nombre de bagnoles neuves sur les routes, je ne sais pas comment les gens peuvent se payer ça. Et quand je regarde la quantité de travailleurs étrangers qui travaillent chez nous maintenant, je me pose la question, mais les Mauriciens travaillent alors? Ils ont tous des jobs. Dans tous les supermarchés, dans le secteur aujourd'hui, il n'y a que des étrangers en train de travailler. Je ne sais pas quelle est votre réponse à ça, vous? Et jurisconsulte, combien d'étrangers vous avez? On a zéro étranger. Non, on n'a pas d'étrangers ici. On sont mauriciens. On a tellement de contacts avec les étrangers que, à The Touch of a Button, c'est comme si on avait beaucoup d'étrangers dans le bureau. Voilà. Vous êtes inquiet, mais le fait que du vieillissement de la population est en train de descendre aussi, il y a peu de naissances.
vous êtes inquiet pour cette économie qui est peut-être endettée aussi. Vous avez parlé du nombre de voitures. On est arrivé à presque 12 000 voitures au mois d'octobre, presque 12 000. Vous êtes inquiet de l'endettement, vieillissement de la population? Parce que les jeunes ne vont plus payer pour la pension. Moi, personnellement, je suis plus inquiet de l'endettement que du vieillissement. Tout le monde vieillit dans tous les pays du monde maintenant, beaucoup plus. Et En fait, il y a une fracture entre ceux qui roulent les grosses voitures et les pauvres. ben oui, oui, évidemment. Il y a une grande fracture sociale entre ceux qui sont au bas de l'échelle et ceux qui sont en haut de l'échelle. Je pense que, heureusement, allons regarder ce qui est au milieu, la classe moyenne, a progressé depuis l'indépendance. Dans les 50 dernières années, la classe moyenne a progressé. Évidemment, ceux qui sont en haut de l'échelle ont encore plus progressé. Mais je pense, mon commentaire personnel, c'est que ceux qui sont au bas de l'échelle aussi ont progressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas toujours ce que Karl Marx appelait au bas de l'échelle le prolétariat. Ça existe toujours. Mais le bas de l'échelle aussi a progressé.